Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Depuis près de 2 semaines maintenant, les députés sont occupés à débattre et essayer de voter la proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic. Je suis heureux, avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et la ministre des Comptes publics, de pouvoir soutenir cette initiative parlementaire qu'est la proposition de loi qui nous permet de pouvoir être beaucoup plus armés, beaucoup plus efficaces contre le narcotrafic. Alors on a dit essayer parce qu'un bug a sérieusement ralenti les opérations. Vous l'avez compris, nous sommes victimes d'une panne informatique. C'est une petite pièce du système qui a chauffé. La solution proposée va vous surprendre. Néanmoins, je vous propose de procéder comme suit pour que nous puissions tout de même, sur cet article important, procéder à une autre forme de scrutin public. Alors, je vais appeler tous les députés, les 577, absents ou présents. Chaque député, à l'appel de son nom, devra se rapprocher d'un micro et devra donner sa position sur le vote des amendements pour, contre ou abstention. Monsieur Romain Bory. Monsieur José Corbin. Monsieur Pédro. Monsieur Maquille, Monsieur Aurélien Pradier. Après un scrutin quasi solennel, je vous remercie de votre patience et de votre discipline. J'ai le plaisir de vous annoncer les résultats du scrutin. Pour 24 contre 119, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. C'est quand même mieux que d'écouter Darmanin, alors trigger warning. Attention, le sujet qui va suivre concerne le virage autoritaire et sécuritaire de notre société. Le fascisme passant par l'inculture, le visionnage est fortement recommandé aux jeunes en formation de leur esprit critique. Âme sensible, ne pas s'abstenir, le sujet abordera notre humanité commune à toutes et tous et d'autres gauchisteries. Cette proposition de loi était initialement portée par des sénateurs LR et PS. Ce texte est la conséquence d'un travail en commun entre la gauche et la droite, de deux sénateurs, Étienne Blanc et Jérôme Durain, l'un est LR, l'autre est PS. Elle a même été adoptée à l'unanimité au Sénat, le vieux terrain de chasse de Retailleau, qui s'en est ému. Je voudrais vraiment remercier le Sénat, tout le Sénat, dans son ensemble, pour ce vote donc unanime, si je comprends bien. Alors, vous vous imaginez bien que ces deux arguments ont été repris en canon et à tue-tête par les défenseurs de la loi. Monsieur le garde des Sceaux, vous souhaitez intervenir, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Ça fait quand même mal à chaque fois qu'on dit « Monsieur le garde des Sceaux » pour Darmanin. En plus, il fait un gros raccourci. Un texte qui a fait l'unanimité au Sénat, mesdames et messieurs les députés. Les communistes, les socialistes, les écologistes ont voté dès demain ce texte. La proposition de loi était initialement portée par un effort transpartisan au Sénat, c'est vrai. Mais une partie des dispositions les plus critiquées aujourd'hui est en réalité issue d'amendements déposés par le gouvernement lorsque la proposition a été avancée à l'Assemblée. Ainsi, le Sénat n'a jamais discuté du régime carcéral d'exception proposé par Gérald Darmanin. Précisément, ça c'est une mesure dont vous n'avez pas débattu au Sénat. Je le sais bien, mais on en débat ce matin. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un élément qui a été rajouté par M. Darmanin quand le texte est arrivé à l'Assemblée nationale. Du coup, pour le coup, le Sénat s'est pas prononcé sur ces mesures-là. Or, il y a des éléments qui sont très problématiques sur le plan des libertés. Alors, de quoi s'agit-il ? Quel est le contenu de cette proposition de loi et en quoi est-il gravement problématique ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la première rubrique de décryptage. On reviendra ensuite sur quelques éléments qui ont pu passer sous les radars, avant de voir les derniers mots du député communiste André Chassaigne à l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette loi vise à s'attaquer au trafic de drogue et pose un certain nombre de choses, plus ou moins contestées. Elle constitue aussi un virage sécuritaire extrêmement inquiétant. La proposition de loi propose de créer le statut de repenti, comme en Italie. Un criminel qui participe à une organisation et qui accepte de collaborer avec la police serait protégé pour les informations données. L'Italie a inventé la mafia, elle a aussi inventé l'anti-mafia. Et par le système d'un régime de détention extrêmement durci, semblable à celui que je vous propose, par un système de repenti, y compris sur des crimes de sang, ce qui pose des questions morales très importantes, elle a permis de mettre fin à de très nombreuses organisations criminelles, parce que des personnes se sont mis à table, comme on dit, ont parlé. Et pour que ce statut du repenti soit efficace, il faut que nous ayons à leur proposer des choses fortes. On ne parle pas dans une organisation criminelle si on sait qu'on n'a pas d'avantage à parler, et si on sait que quelqu'un va nous assassiner au moment où nous voulons parler. Et c'est pour ça que, comme le régime italien, il est très important de constater que ce régime du repenti, l'une des négociations qu'aura le ministère de la Justice, c'est pas de peine de prison quand on a fait des crimes de sang. C'est vous n'irez pas dans le système de régime durci de la prison de haute sécurité si vous venez à collaborer
avec la justice et à donner les noms, l'organisation, les financements de votre organisation. Bref, si les criminels aident à faire tomber le réseau, la justice serait plus clémente. Ces questions sont loin du manichéisme télévisuel. Il ne s'agit pas de sauver des criminels, mais de s'appuyer sur les vulnérabilités de ces réseaux pour les faire tomber. La proposition de loi crée un nouveau parquet spécialisé comme celui financier ou antiterroriste. Auparavant, la criminalité organisée était du ressort du parquet de Paris, secondé par tout un ensemble d'offices. Vous voulez une juridiction nationale dans cette loi. C'est selon vous nécessaire. Ça tombe bien. Elle existe déjà. La juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Oui, la Junalco, créée en 2019. Monsieur Darmanin était déjà au gouvernement à ce moment-là, ça doit peut-être lui parler. Sur le fond, les députés de gauche ne sont pas contre la création de ce parquet centralisé appelé PNACO, mais ils montrent que, sans moyens, ce ne sera encore qu'un coup de com' inefficace. C'est un objectif de communication. Et quelle est la véritable plus-value d'un PNACO par rapport à la Junalco? C'est ça la question. Quelle est la plus-value si rien d'autre ne bouge et si on renforce quand même les GIRS? C'est un objectif de communication politique, point barre, et de remontée d'informations sur les enquêtes en cours. Que le ministre soit le premier informé d'une enquête qui se passerait n'importe où sur le territoire pour ensuite faire le tour des plateaux télé et jouer les cow-boys. Les députés de gauche dénoncent le double langage. Dire qu'on s'attaque fermement à ces réseaux, mais surtout chercher à se faire de la pub. On le sait, les réseaux criminels organisés qui vendent de la drogue sont puissants parce qu'ils possèdent une quantité colossale d'argent et de drogue. Ainsi que le rapport Léaumont-Mendes l'a montré, les réseaux de drogue rentrent dans leurs frais même quand 90% de la marchandise est saisie. Quoi qu'on fasse, je veux dire, on pourra choper la quantité de cocaïne, de cannabis, de ce que vous voulez sur le territoire national. Tout ça est inefficace pour faire perdre de l'argent aux trafiquants. Inefficace pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en particulier parce que les trafiquants ont multiplié les routes, aujourd'hui, quand une partie de la substance, et notamment de la cocaïne, arrive sur notre sol, en réalité, les trafiquants sont déjà rentrés dans leurs frais. Pour en savoir plus, on vous renvoie à notre vidéo. Pour s'attaquer efficacement à ces réseaux, il faut démanteler leur puissance financière, saisir leurs avoirs, enquêter et démanteler leurs blanchisseuses, etc. En effet, l'argent du trafic est censé ne pas exister officiellement. Comment expliquer vos revenus et votre argent pour acheter un appartement, une voiture, un commerce, si vous ne pouvez pas lui donner d'origine légale? C'est là qu'entre en scène le blanchiment d'argent. C'est ce que fait Saul Goodman dans Breaking Bad pour Walter White. Prendre de l'argent sale de la drogue, prendre un petit commerce légal et faire passer l'argent sale en prestations fictives. Et hop, il ressort propre. Ce n'est plus l'argent de la drogue, mais les revenus d'un petit commerce florissant. Bref, pour s'attaquer efficacement au trafic de drogue, il faut empêcher que le crime ne paye. Enfin, vous le savez, ce texte permet que les douanes ne soient plus limitées à ne saisir que des stupéfiants ou le matériel des trafics, mais bien à entraver les flux financiers générés par les trafics, permettant, comme on le dit trivialement, de taper les criminels au portefeuille. Les députés de gauche ont cependant montré, encore une fois, que ce n'était que des effets d'annonce et très peu efficaces. Évidemment, qui dit lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, dit police judiciaire. Des enquêtrices et des enquêteurs rompus à la procédure, déterminés dans leurs investigations et en nombre suffisant. J'avais auditionné à l'époque l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales. Et cet office était à 70 agents au moment où on les a auditionnés. Ils nous disaient eux-mêmes que pour atteindre l'objectif cible, c'était d'être à 90 agents. Alors les recrutements ont été faits à la va-vite, puisqu'on avait mis l'attention politique sur le sujet. Qu'en est-il aujourd'hui en 2025? Ils sont 74. Waouh! L'Office central de répression de la grande délinquance financière qui sont spécialisés dans les circuits de blanchiment. Et vous entendez tous les jours à la télé, il faut taper au portefeuille les trafiquants. On l'a encore entendu tout à l'heure. Combien sont-ils, ceux-là? 62 pour la France entière. Et c'est avec ça que le PNACO, le parquet national anti-criminalité organisée, va fonctionner. On se pince. Finalement, ce sera des enquêtes sans enquêteurs et enquêtrices. Et c'est bien ça le plus problématique. Des enquêtes sans enquêteurs, c'est vrai que ça va avancer moins vite. Surtout que la proposition de loi s'attaque assez mal au problème. La drogue est importée par tonnes, voire dizaines de tonnes à chaque fois. Il y a quelques jours à Dunkerque, c'est un conteneur de 10 tonnes de cocaïne qui a été arrêté. Il y a 2 jours, sur l'autoroute A7, ce sont 826 kilos de cocaïne qui ont été saisis. Il y a quelques heures encore, c'était quelques kilos d'héroïne,
laissés sur un bas-côté qui ont été saisis. Cette quantité de stupes ne peut être organisée que par des réseaux gigantesques, des grossistes de la drogue qui revendent ensuite aux réseaux locaux. C'est ce blanchiment-là, celui des dizaines de tonnes de coke, qu'il faut pister si on veut vraiment s'attaquer à la racine du problème. Vous faites des opérations place nette et je dois dire qu'elles portent mal leur nom puisque s'il s'agissait d'opérations place nette, il ne devrait plus rien y avoir aujourd'hui. Compte tenu du fait que, par exemple, pour l'année 2023, vous en avez fait 20 000 pour 3 000 points de deal. Comment se fait-il qu'il y ait plus d'opérations place nette que de points de deal ? Serait-ce parce que les points de deal reviennent ? Je n'ose le croire, monsieur Darmanin. Peut-être est-ce parce que, en réalité, vous ne luttez pas contre le haut du spectre et que vous vous contentez, depuis des années, de faire des mesures qui sont inefficaces comme ces opérations place nette. Finalement, vous vous contentez d'arrêter les vendeurs des supermarchés de la drogue et vous ne fermez jamais les grossistes. Pour essayer d'améliorer le travail des enquêteurs, la proposition de loi a fait d'autres choix. Le numérique. Plusieurs nouvelles techniques de recueil d'informations numériques sont envisagées par la proposition de loi. Parmi elles, 2 sont au cœur des débats. L'accès aux messageries cryptées et l'activation à distance des téléphones. Ces 2 éléments ont été supprimés en commission, mais réintroduits par le gouvernement en séance. Très inquiets, les députés ont en effet refusé d'autoriser l'activation à distance des téléphones pour filmer ou enregistrer les personnes à leur insu, invoquant un potentiel de dérive extrêmement grave. Mais ce qui a retenu davantage l'attention médiatique, c'est le sujet des messageries cryptées, comme Telegram, WhatsApp, Signal ou autres. En effet, la proposition de loi exigeait que ces plateformes ouvrent un accès secret pour les forces de l'ordre à ces échanges cryptés. Le premier point qui sera, j'en suis certain, très débattu, c'est la question des techniques de renseignement et notamment du chiffrement. Aujourd'hui, soyons clairs, aujourd'hui, les écoutes de grand-papa, c'est terminé. Parce que désormais, ces grands criminels sont passés massivement sur des messageries cryptées. Ils les utilisent comme centrale d'achat, ils les utilisent pour recruter des petites mains, pour recruter aussi des tueurs à gages. Alors c'est vrai que ça a l'air assez raisonnable et intelligent, mais la gauche et le centre ont rapidement montré que c'était contre-productif et inutile. La baisse du niveau de chiffrement, les backdoors, les ghosts, etc., c'est une porte ouverte à tous les ennemis possibles, y compris de notre pays. Sincèrement, la question de la manière dont nos services de renseignement appréhendent quelque part la question du chiffrement mériterait quasiment une proposition de loi ou même un projet de loi à lui seul. Donc vraiment défavorable. Autrement dit, le danger, c'est que le chiffrement des messages échangés en France soit globalement affaibli. Ça vaut pour les échanges des criminels, mais aussi pour ceux des journalistes, des opposants étrangers résidant en France et aussi des services gouvernementaux français qui utilisent l'application Olvid. Ces portes dérobées seraient autant de points d'accès pour des pirates potentiels qui pourraient ainsi pénétrer des réseaux de communication sécurisés. Surtout que l'usage par les forces de l'ordre serait assez faible en réalité. Les narcotrafiquants veulent des messageries sécurisées. Donc, est-ce qu'on pense vraiment qu'ils vont continuer à utiliser des messageries qui ne seraient plus sécurisées ? Bien sûr que non. C'est précisément ce qu'ont montré des dossiers comme EncroChat et SkyECC, qui ont été décryptés d'ailleurs par la gendarmerie nationale et par la police judiciaire. Donc on peut quand même se féliciter d'avoir des forces de police et de gendarmerie qui sont capables de faire ce travail-là. Et c'est ça qu'ils utilisent. Donc si on leur dit c'est pas sécurisé, évidemment qu'ils vont utiliser autre chose et qu'on n'aura aucune information. En effet, si les narcos savent que la messagerie n'est plus vraiment cryptée, ils iront ailleurs, où il faudra tout recommencer. Au passage, on aura juste rendu vulnérable tout l'espace numérique français, pour rien. Pour protéger ces nouvelles techniques d'enquête, la proposition de loi propose d'étendre considérablement l'utilisation du procès-verbal distinct, aussi appelé dossier-coffre. Dans certaines enquêtes pénales, des éléments de procédure sont consignés dans un dossier auquel la défense n'aurait pas accès. C'est déjà le cas pour 2 éléments, la géolocalisation et l'anonymisation des indices ou agents. Cet élément n'est pas remis en question par la gauche. J'ai pas de désaccord avec le fait, par exemple, d'anonymiser les personnes, et notamment, par exemple, les enquêteurs. Il y a un débat qui est posé, parce que ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le dit, mais la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je crois que c'est l'article 15, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a une question qui est posée à partir du moment où on parle de fonctionnaires d'État, mais néanmoins, moi, je suis pour protéger la vie des enquêteurs. Il peut pas être question de mettre en danger les enquêteurs, il ne peut pas être question de mettre en danger des sources. Et cette question de l'anonymisation, disons, de faire en sorte que les gens soient protégés, ça, je pense que ça peut mettre tout le monde d'accord. Une seconde possibilité de séquestration de l'information, c'est la pose de balises de géolocalisation. Cependant, le Code de procédure pénale interdit formellement toute condamnation sur le fondement de ces éléments.
Autrement dit, aujourd'hui, la police peut enquêter avec des moyens qu'elle ne dévoilera pas aux criminels et à leurs avocats. Cependant, on ne peut pas être condamné par des preuves que la défense ne pourra pas discuter. Ces éléments permettent surtout d'orienter les enquêtes pour savoir où sont les caches d'argent, de drogue, d'armes, la date des livraisons, etc. Bref, pour permettre aux policiers de savoir quand un crime va être commis. Mais ils doivent ensuite bien prouver qu'il a été commis en saisissant les armes, les drogues ou l'argent, etc. La proposition de loi, elle, propose d'étendre ce dispositif à toutes les nouvelles techniques d'enquête. Mais surtout, elle permet de condamner quelqu'un sur le fondement de ses preuves qu'il ne pourra pas contester si c'est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité et si le danger pour la vie de la personne protégée est excessif. Le Conseil d'État a rendu un avis que Bruno Retailleau a estimé très positif pour lui. Le Conseil d'État a reconnu que ce dispositif était parfaitement constitutionnel. Il y a là encore une disposition, une décision du Conseil constitutionnel de mars 2018. Le Conseil d'État a indiqué aussi que c'était conventionnel avec une décision des années 2000 de la CEDH. En réalité, le Conseil d'État n'estime pas que l'amendement du gouvernement est conforme à la Constitution. Au contraire, il estime qu'il est gravement attentatoire aux droits de la défense. Et comme Naïma Mouchou, député Horizon, l'a remarqué, il estime que cependant, en encadrant strictement cet usage par un juge indépendant, cette atteinte ne serait pas inconstitutionnelle. Les ministres ont saisi le Conseil d'État sur un certain nombre de dispositifs et le Conseil d'État a rendu des avis en disant Alors justement. D'accord, très bien, mais il faut encadrer. Et c'est le problème de cette loi. Elle fait basculer notre régime pénal républicain et démocratique dans le régime pénal de l'Ancien Régime, celui du soupçon. Ce basculement de philosophie pénale se constate dans un des éléments les plus discutés de cette proposition, le régime carcéral spécial des narcoprisons de Darmanin. Ce régime de détention extrêmement strict nous permettra, je l'espère, je le sais, comme en Italie, de pouvoir mettre fin à cette mafia et de pouvoir mettre fin à d'autres affaires Amra sur le territoire national. Le deuxième sujet de ce régime de détention, c'est le fait que ce régime de détention ne prévoit pas les mêmes droits que les autres détenus, y compris ceux qui sont à l'isolement, et parce qu'ils sont particulièrement dangereux. Nous pensons aux conversations téléphoniques. Vous savez que les détenus ont le droit de pouvoir téléphoner à partir d'un téléphone fixe, 24 heures sur 24. Nous proposons, comme dans le régime italien, de diminuer très largement l'accès à ces communications, tout en le laissant évidemment pour qu'ils aient un contact avec leur avocat et avec leur famille. Il y a des unités de vie privée et familiale pour l'ensemble des détenus. Nous proposons, comme dans le régime italien, qu'il ne puisse pas y avoir accès lorsqu'on est considéré comme un narcobandit particulièrement dangereux. Il y a des parloirs où désormais il n'y a plus d'hygiaphone et il n'y a pas de fouille après ce parloir. Ce parloir est souvent l'endroit où on passe un certain nombre d'éléments, des téléphones portables et d'autres informations qui permettent parfois à des personnes de pouvoir mettre en place leur projet funeste, de commander des points de deal, de passer leurs ordres à des personnes qui ensuite continuent à être sous l'autorité en prison, de commander des assassinats, de menacer des policiers, des agents pénitentiaires, des magistrats, des douaniers. Et évidemment, de pouvoir faire une évasion, ce ne sera plus possible avec, dans le dispositif que je vous propose, un hygiaphone, donc pas de contact physique, et par ailleurs des fouilles qui seront évidemment très importantes à la suite de l'ensemble de ce régime de détention et des personnes qui sont sous ce régime de détention. Ces restrictions peuvent être nécessaires quand elles cherchent à limiter l'influence corruptive de ces criminels de grande envergure. Mais comme le montre la gauche, ces narcoprisons sont une absurdité sans nom. Qu'est-ce qui va être prévu pour que, quand les personnels pénitentiaires vont sortir de la prison, retourner chez eux, qu'est-ce qui va être prévu pour les protéger, pour faire attention à eux? Parce que là, on est en train de concentrer. En tout cas, pour les suspects, pour les condamnés, il y aura quasiment aucun contact avec les familles. Tout ça est très strictement regardé dans les parloirs. Il faut comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est concentrer au même endroit une capacité corruptive qui est une capacité corruptive gigantesque. Et ça, j'ai l'impression qu'à part le côté on va faire les forts, on va montrer les gros bras, etc., cette partie-là m'a l'air d'être mal prise en compte. Concentrer les plus gros trafiquants de drogue dans une seule prison, avec un seul directeur, une seule équipe de surveillance, que pourrait-il se passer de mal? Comme la gauche l'a montré, cette concentration est dangereuse. Pister les agents pénitentiaires sera rendu plus facile au réseau criminel. Il n'y aura plus qu'à les suivre quand ils sortiront du boulot. Le Conseil d'État a fait remarquer que ce dispositif était très problématique. Tout d'abord, il a indiqué qu'il fallait limiter dans la durée ce régime dérogatoire et surtout le limiter à ce qu'il est censé faire, empêcher le contrôle du réseau par le criminel. Si le réseau est démantelé, il n'est plus nécessaire d'isoler le chef d'un réseau qui n'existe plus. Malgré ces avertissements du Conseil d'État, il y a vraiment un glissement pénal qui est à l'œuvre, comme le reconnaît lui-même le ministre de la Justice. Je voudrais vous dire que dans ce régime, ce qui est important, c'est la distinction effacée entre la détention provisoire et la personne qui est condamnée définitivement. Autrement dit, on traitera de la même façon quelqu'un qui est présumé innocent de quelqu'un qui est effectivement coupable.
Ce glissement de philosophie pénale est extrêmement inquiétant. Pour soutenir ce coup d'État sécuritaire sur notre machine pénale, la droite a sorti les violons classiques. Il y a eu le rappel des horreurs. Un narco-banditisme qui tue plus dans les homicides et les règlements de compte chaque année que les attentats terroristes. 14 ans, c'est l'âge du plus jeune tueur à gages de l'histoire dans les rues de Marseille, qui il y a quelques mois a été interpellé par nos services parce qu'il passait à l'acte à la demande manifestement d'organisations criminelles. 17 000, c'est le nombre de trafiquants pour stupéfiants qui sont actuellement dans les prisons françaises. Et puis l'avalanche du vocabulaire guerrier. Et l'autre menace, c'est une menace existentielle. Une menace qui vise directement notre démocratie, les intérêts fondamentaux de notre nation, à travers notamment ce couple corruption et menace. C'est la raison pour laquelle ce texte est un texte de combat. C'est un texte qui doit être un texte refondateur pour que nous puissions ensemble voter un certain nombre d'armes, un arsenal qui nous permettra, je pense, de faire reculer le narcotrafic dans notre pays. Nous ne sommes pas justement dans un combat à armes égales. Et il faut impérativement que nous puissions donner à nos services, à nos forces de sécurité intérieure, ces armes dont elles ont impérativement besoin. Et puis, il faut de nouvelles armes. Il faut un nouvel arsenal pour pouvoir lutter efficacement contre cette criminalité organisée. L'État ne peut pas avoir une guerre de retard sur les pratiques, justement, de cette criminalité organisée. Présenter la situation comme une guerre ne vise qu'à une seule chose, déshumaniser ceux que l'on veut combattre. Ce ne sont plus des criminels, ce sont des ennemis. Oui. Aujourd'hui, on parle d'individus qui ne sont pas des enfants de cœur. Donc on a besoin effectivement de ce système carcéral plus strict, beaucoup plus strict. Pourquoi ? Pour couper les têtes de réseau. On parle de profils comme Mohamed Amra. Hein. Moi, j'ai aucun état d'âme. Et ainsi, progressivement, le renoncement à l'état de droit est masqué par un psychodrame largement manufacturé. Des enfants soldats et des enfants victimes. Je me souviens de ce jeune de 15 ans à Marseille, lardé de 50 coups de couteau et achevé en le brûlant vif. C'est cela la perspective que les narcotrafiquants donnent à notre jeunesse, un chemin de larmes et un destin de sang. Pour cela, la droite réactionnaire a toujours recours aux mêmes recettes, les témoignages émouvants des familles des victimes. Ils accusent d'ailleurs la gauche de ne pas y penser aux victimes. Monsieur Bernalicis, je vous ai écouté avec attention tout au long des 15 minutes de votre intervention. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot « victime ». Et pourtant, la drogue, monsieur Bernalicis, elle fait des victimes. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce texte. Vous êtes les seuls, visiblement, à ne pas vous intéresser à cette question des victimes de la drogue. Vous êtes le seul, on a le sentiment, c'est le spectacle que vous avez donné pendant la semaine en commission, à vous préoccuper davantage des droits des trafiquants que de prévenir les drames de la drogue dans notre société. Mais la droite ne s'intéresse pas vraiment aux victimes, elle s'intéresse à la com. Monsieur Marlex, vous nous avez dit... Il est parti, monsieur Marlex. Ah, merci, monsieur Marlex, de revenir. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous ne parlez pas des victimes. Précisément, nous en parlons. 110 morts l'année dernière, 139 l'année précédente, mais ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Et monsieur Marlex, il y avait 97 pages à cette proposition de loi lorsqu'elle est arrivée en commission. Il y en a environ 80. Savez-vous le mot qui est absent de cette proposition de loi ? C'est le mot victime. Voyez-vous, monsieur Marlex, nous en parlons à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous n'en parlez même pas dans votre proposition de loi qui prétend normalement sortir la France du piège du narcotrafic. Et elle l'avoue, presque malgré elle. Pour des questions techniques, parce que c'est pas à nous les parlementaires de regarder les questions techniques. Nous, on doit affirmer, on doit afficher une véritable volonté contre le narcotrafic. Après, il y aura les décrets d'application, il y aura un certain nombre de choses. S'intéresser aux victimes, c'est s'attaquer aux causes racines de cette situation. Et pour ça, il faut s'attaquer à la dépendance elle-même. Et donc, à sa prévention. Il faut surtout lutter contre la demande. Et sur cela, vous n'avez rien dit. Lutter contre la demande, cela veut dire faire de la prévention pour éviter l'entrée dans la consommation. Cela veut dire, y compris lorsque les gens sont entrés dans la consommation, faire de la prévention pour faire réduire la consommation et enfin permettre aux personnes qui sont dépendantes de sortir de la dépendance. Vous êtes 3 ministres ce soir devant nous. Il manque la ministre de la Santé.
Les drogues sont un problème de santé publique et pas que répressif. S'il est effectivement nécessaire de s'attaquer aux têtes de réseau, et c'est bien là l'objectif de ces textes, je tiens à rappeler que la consommation de drogue est également un enjeu de santé publique et qu'une politique plus ambitieuse en matière de prévention et d'accompagnement des personnes dépendantes serait la bienvenue. D'autant que la consommation touche tous les pans de la société. On voit bien que l'angle strictement répressif ne saurait suffire dans la lutte contre la consommation de drogue et les effets du trafic. En présentant la question de la drogue et des réseaux sous le prisme sensationnaliste de l'horreur et de la guerre, en s'appuyant sur la terreur causée aux victimes, le conservatisme essaie de nous empêcher de prendre du recul. On ne peut pas mettre en balance, si vous voulez, la liberté d'un narcotrafiquant et la liberté du citoyen et l'organisation de la société. À un moment donné, pardon de m'exprimer ainsi, mais quand vous avez le choix entre la peste et le choléra, il y a un moment donné, il faut essayer de prendre la moins mauvaise solution. Cela nous empêche de voir que le narcotrafic pose des problèmes de part en part de notre société et que son traitement ne doit pas être exclusivement pénal. Aux États-Unis, au début des années 2000, un journaliste et un ancien flic lancent une série qui sera probablement un des plus grands chefs-d'œuvre de la télévision américaine, Sur écoute ou The Wire. Dans cette série HBO, on suit le travail d'enquête d'une petite unité qui s'est spécialisée dans le démantèlement de réseaux de drogue à Baltimore, ville cruellement frappée par la drogue et les criminels. Sans complaisance, mais sans manichéisme, cette série explore avec finesse la complexité de ces enjeux, la terrible cruauté des criminels, les brutalités gratuites de la police et leurs échecs autant que leurs succès. Avec lucidité, les deux showrunners, David Simon et Ed Burns, montrent que la misère économique et sociale est un puissant terreau pour que la drogue fleurisse. Les coups de filet de la police ne sont possibles qu'à l'issue de très longs mois d'enquête, avec ces écoutes à la papa de Retailleau, qui supposent investissement en matériel et en personnel. La série montre aussi que ces opérations ne servent à rien si on ne s'attaque pas aux inégalités sociales et économiques, source intarissable du désespoir dont les cartels se nourrissent. Sans un système scolaire décent et sans une promesse sociale autre que l'usine ou le McDo, les jeunes sont mécaniquement poussés vers les promesses des réseaux de la drogue. Ces réseaux promettent aux jeunes ce que la société ne leur promet plus, la réussite et l'ascenseur social. La droite conservatrice, comme d'habitude, ignore volontairement cette réalité parce qu'elle suppose d'investir massivement dans le social. Elle aime faire les gros bras et user de cette rhétorique avec laquelle on justifie à peu près tout. Dans la théorie, on peut dire que c'est contraire au droit de la défense. Est-ce qu'on se place, pardon d'employer ce terme, dans une justice d'exception? Voilà. Est-ce qu'on accepte une justice d'exception pour le très grand banditisme, pour la sécurité nationale ou pas, en fait? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'entends bien, évidemment, que l'on en reste sur les principes fondamentaux, de droit commun, quelque part. Moi, je suis plutôt tenté de dire que pour des choses comme celle-là, pour ce qu'on a vu récemment, je pense, ça ne me choque pas que, quelque part, on sorte un peu du droit commun et qu'on soit un peu dans une justice d'exception, parce que à phénomène d'exception, eh bien, aussi justice, il faut répondre, il faut pas se laisser faire par le narcotrafic. Jetant à l'eau des siècles de travail politique à se défaire de ses réflexes primaires, les conservateurs prétendent défendre un modèle d'exception, lié à l'exception de la situation. Mais comme on l'a vu avec l'état d'urgence terroriste, puis la surveillance de masse pour les JO, l'exceptionnel est destiné à devenir commun et le glissement vers un état policier est déjà palpable. Les questions soulevées par le trafic de drogue sont très sérieuses et ne sont pas nouvelles. La Révolution française est en partie fondée sur une révolution pénale, principe du contradictoire, refus de l'arbitraire et réhabilitation du condamné. Ah non, la première des libertés, c'est pas la sécurité, c'est l'inverse. La première des sécurités, c'est la liberté. Mais j'entends que du côté du Rassemblement national, on ait quelques difficultés avec cela, puisque en commission, vous nous avez dit que nous parlions trop des libertés. Eh bien, voyez-vous, nous parlerons des libertés jusqu'à notre mort, s'il le faut, et même si elles devaient venir de votre côté. Oui, la liberté ou la mort, c'était un slogan de la Révolution et encore aujourd'hui, nous ne disons pas autre chose. Ce sont autant de renoncements auxquels succombe cette loi. La prison n'est plus un arrêt coercitif vers la réhabilitation, mais exclusivement une rétribution, une punition. Il faut infliger un mal pour un mal. Et je le dis très solennellement, la dignité humaine ne se négocie pas. Parce que nous, contrairement aux criminels, nous n'utilisons pas les mêmes armes qu'eux. C'est ça la force de la République et de l'État de droit. C'est ne pas s'avachir à des comportements comme cela. Or, la problématique carcérale n'est pas nouvelle. Dès les années 70, les penseurs progressistes ont montré que la prison, c'est une machine à criminels. Dans son ouvrage Surveiller et punir, devenu incontournable, Michel Foucault démontre que la prison moderne a une vocation simple, fabriquer de la délinquance. L'entrée dans le système carcéral est le meilleur moyen d'y rester toute sa vie, loin de la réinsertion qu'elle est supposée permettre.
comme il le montre, on punit les criminels parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de la vie en société. Mais pour ça, on les enferme dans un endroit où la règle, c'est l'arbitraire du maton, ou pire, du chef de gang. Donc isolement maximum. Vous savez ce que dit la contrôleuse des prisons, Dominique Simoneau? J'imagine bien. Elle dit qu'on fabrique les fous comme ça. Et la récidive. Qu'est-ce que vous répondez? Mais attendez, nos prisons aujourd'hui sont déjà des boîtes à récidive. Hein. Réhabiliter le condamné, lui apprendre de nouveau à composer de façon constructive avec les autres, suppose fondamentalement de revoir notre système pénal. Denis Robert en a longuement parlé avec Geoffroy de la Gannerie dans un entretien ici pour Blast. Or, aujourd'hui, on ne parle plus de réforme pénale, de réhabilitation, mais de l'ordre. Cette loi s'attaque à un véritable problème qu'aucune force ne minimise ni ne conteste. Tout le monde veut lutter contre les trafiquants et leurs réseaux. La faille se situe entre ceux qui sont prêts à inaugurer une justice d'exception au nom d'une guerre qu'ils ont eux-mêmes déclarée, ou pas. La gauche s'offusque, droits de l'homme, oui, enfin, les droits, c'est bien, mais enfin, il faut aussi préserver le droit de nos concitoyens. Quand on voit quelqu'un qui s'échappe, qui tue 2 convoyeurs, comme ça, comme si c'était simple, au fond, il faut bien faire quelque chose. D'ailleurs, la gauche vote contre. Mais est-ce que la gauche a fait des propositions? Qu'est-ce que la gauche propose à la place? Rien. Donc moi, effectivement, je soutiens une solution volontariste. Il faut vraiment s'organiser pour combattre ce narcotrafic. C'est une régression aux pires heures de notre histoire, avec son cortège d'arrestations arbitraires, de peines exemplaires pour satisfaire un sentiment populaire qu'on excite soi-même. Malheureusement, si le vote de cette loi a été ralenti par une défaillance de matériel, il y a fort à parier que la coalition réactionnaire qui va des macronistes au RN finira par voter ce texte de basculement. Pour se changer un peu les esprits, notre Premier ministre nous a offert un moment très à lui. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Et il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Bon, alors déjà, dans notre système solaire, il n'y a qu'une étoile, le Soleil. Ensuite, dans la Voie lactée, oui, il y a beaucoup d'étoiles. À l'œil nu, on peut en voir 5000, mais il y en a au moins 150 milliards. Bref, que ce mec soit notre Premier ministre, c'est à la fois incroyable et terrifiant. D'autres ont pu nous donner des petits moments assez similaires en médiocrité. Une fois n'est pas coutume, on va aller au Sénat qui a auditionné des responsables de Google France dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques par les entreprises. Vous avez cité 136 millions de cotisations sociales. Vous ne citez pas le montant de l'exonération. De combien est-il? Et la deuxième chose, tant qu'on y est, avez-vous bénéficié, c'est oui, puisque tout le monde en a bénéficié, c'était là aussi automatique, de CICE entre 2013 et 2018, et pouvez-vous nous indiquer un montant, si vous ne l'avez pas précis, approximatif, du CICE que vous avez touché sur les 5 ans? La question est simple. Combien, à peu près, Google a-t-il touché en CICE en 5 ans? La réponse a été réalisée par des professionnels, à ne pas reproduire chez soi. Sur le premier point, la petite difficulté, c'est que ces abattements sont calculés de manière automatique. Donc je n'ai pas une ligne pour vous dire exactement quel est le montant. Après, je souhaite répondre de façon le plus claire possible à votre question. En particulier, je crois que si on regarde les comptes de Google, on voit que la participation est de l'ordre de 20 millions sur les montants de participation qui ont été partagés aux différentes entités de Google. Benoît Tabaca, n'hésite pas à m'interrompre. Je vais interrompre alors. C'est quand même vachement confus pour des professionnels. On parle de dizaines de millions d'euros dont ils ne parviennent pas à expliquer la ventilation comptable. C'est très, très inquiétant. Et donc c'est sur ce montant-là de participation qu'il y a des cotisations, des exonérations qui sont calculées automatiques. Après, j'ai du mal à vous dire, puisqu'on ne reçoit pas le chiffre. Enfin, ce qui Google ne sait pas faire ça? On ne sait pas pour chacun de nos équipes d'avoir accès à ces informations-là sur leur bulletin de salaire de façon exacte. Bon, à quel moment ils se fichent de nous, là? La justification du taux et du calcul des cotisations sociales, c'est un des éléments les plus importants quand on se fait contrôler par l'URSSAF. L'élément principal aujourd'hui, qu'on a commencé à faire ce calcul, et vous avez raison, monsieur le rapporteur, de dire il faut... En fait, ce sont des chiffres qui n'apparaissent pas. Et c'est un des points que vous avez eu l'occasion de soulever à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'entreprise, quand nous faisons en fait un certain nombre d'analyses, on ne voit pas en fait l'argent qui ne nous a pas été en quelque sorte demandé, puisqu'il n'apparaît pas. Et donc, ça
nécessite de refaire le calcul du début à la fin. La réponse a été la même pour le CICE, ce qui a fini par énerver les sénateurs. Vous avez quand même bien un montant approximatif du CICE. Moi, je n'ai pas de montant. Vous seriez bien les seuls. Enfin, autant il y a un moment, moi je veux bien, mais vous ne pouvez pas non plus commencer cette commission d'enquête sur ce format-là, en nous expliquant que comme c'est des dégrèvements automatiques, comme c'est des aides automatiques, vous n'êtes pas du tout au courant de ce dont vous profitez au niveau des aides publiques allouées par l'État. Et c'est allé de mal en pis. Vous êtes comme tout le monde des chefs d'entreprise qui calculez la rentabilité, la compétitivité de votre entreprise, et donc forcément vous y intégrez les aides publiques. Donc, moi je veux bien que vous les communiquiez par écrit. Enfin, je trouve quand même assez surprenant que sur une commission d'enquête à laquelle vous êtes convoqué sur justement les aides publiques, vous n'ayez pas ici les éléments qui vous permettent de nous dire, voilà, en termes de CICE, alors je ne vous demande pas depuis l'existence de Google France, mais on s'approche à temps. Les sénateurs ont ainsi rappelé leur maîtrise du dossier et mené à bien leur mission sans trop se faire enfumer. Merci messieurs, merci monsieur le directeur général pour cette audition. Bon, vous avez vu... Il ne faut pas commencer en prenant les sénateurs pour des lapins de 3 semaines, il faut aller franco. Vous avez commencé, on vous l'a fait comprendre, après j'ai trouvé qu'on avait pris un meilleur virage et tant mieux. Et en parlant de mission parlementaire bien réussie, rubrique suivante. Mardi 25 mars 2025, le député André Chassaigne a posé sa toute dernière question en tant que député de la Nation après avoir siégé 23 ans dans l'hémicycle. Mais avant, Yaël Braun-Pivet a tenu à lui rendre hommage. En mon nom personnel, au nom de l'Assemblée nationale, au nom de tous les Français, je voudrais vous adresser nos plus vifs remerciements pour votre engagement pour notre pays, Monsieur le Président Chassaigne. Rappelons qu'André Chassaigne a manqué d'être élu à la place de Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, en juillet dernier. Le perchoir lui avait échappé à 13 voix près. Madame la Présidente, je vous remercie pour cet hommage, mais je me dis que si l'élection au perchoir s'était faite à l'applaudimètre, peut-être que j'aurais eu de la chance. La dernière question de Chassaigne à l'Assemblée portait sur les retraites et se voulait sans concession sur les incessants coups de force de l'exécutif. Coup de force contre l'opinion majoritaire des Français. Coup de force contre la représentation syndicale. Coup de force contre le Parlement. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, et dans le même esprit, n'avez-vous pas délibérément trompé les Français, les représentations syndicales et notre Parlement en organisant un conclave de façade, alimentant de faux espoirs chez ceux qui souffrent déjà de la réforme des retraites? Et il a mis en garde une dernière fois le Premier ministre sur ses rapprochements idéologiques avec l'extrême droite. Par votre méthode et votre programme, vous alignez aussi dangereusement sur l'agenda de l'extrême droite, alors que dans le contexte international délétère, nous avons plus que jamais besoin d'une nation unie. Oui, une nation unie, unie au service de la cohésion et de la paix. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous sommes à un point de bascule. Monsieur le Premier ministre, je vous appelle solennellement à un sursaut. J'oserais même dire un coup de force, mais un coup de force démocratique. Je vous remercie. À cela, Bayrou s'est voulu rassurant. Je veux vous rassurer sur le fait que je pense que pour cette unité de la nation, la démocratie est vitale. La démocratie politique, et nous avons beaucoup de progrès à faire pour aller vers le pluralisme, et la démocratie sociale, parce que je pense que lorsqu'un pays rencontre des moments aussi difficiles, il n'est pas possible de s'en remettre entièrement au pouvoir politique en raison des divisions et des affrontements qui donnent à nos concitoyens le sentiment que leur intérêt général n'est pas pris en compte comme il le devrait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai en effet demandé aux partenaires sociaux d'examiner sans aucune interférence la question des retraites. Bref, merci beaucoup, circulez, il n'y a rien à voir. Ainsi s'achève le mandat de député d'André Chassaigne. Il sera désormais adjoint au maire de Saint-Amand-Roche-Savine, commune dont il a déjà été le maire durant 27 ans, de 1983 à 2010. Néanmoins, contrairement à d'autres cas de figure, son siège n'est pas remis en jeu.
Il sera remplacé par son suppléant, Julien Brugerolles, et c'est une bonne nouvelle pour la gauche. Rappelons que certains votes se jouent parfois à une voix près, comme ce fut le cas de la nomination au Conseil constitutionnel de Richard Ferrand. Elle aurait pu être empêchée si un sénateur écologiste n'était pas parti en vacances au moment du vote. La décision de Chastaing de quitter son mandat de député 8 mois après sa réélection ne devrait donc avoir aucune conséquence politique sur la composition de l'Assemblée nationale. Voilà pour cette fois, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dissolution. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et si vous le pouvez, de faire un don ou de vous abonner sur blast-info.fr. Dernier point, à l'heure où nous diffusons cette vidéo, il reste un jour à attendre avant de savoir si Marine Le Pen est inéligible ou non. Le verdict du procès des assistants parlementaires fictifs du RN sera décrypté la semaine prochaine dans Dissolution. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. La prison ne peut pas manquer de fabriquer des délinquants. Elle en fabrique par le type d'existence qu'elle fait mener aux détenus. Qu'on les isole dans les cellules ou qu'on leur impose un travail inutile pour lequel ils ne trouveront pas d'emploi. La prison fabrique aussi des délinquants en imposant aux détenus des contraintes violentes. Elle est destinée à appliquer les lois et à en enseigner le respect. Or, tout son fonctionnement se déroule sur le mode de l'abus de pouvoir. Michel Foucault, Surveiller et punir, chapitre 2, Illégalisme et délinquance. Nos prisons aujourd'hui sont déjà des boîtes à récidive, qu'on se le dise.